Ça va. Je pense que tu peux enregistrer, merci. Oui. Ok, vous voyez bien mon écran. Alors, ce que je voulais mettre ici dans le chat, donc je vais rajouter deux choses. Attendez, je vais rajouter le GitHub. Et je vais rajouter un autre truc, c'est un post Stack Overflow. Donc ne le lisez pas maintenant parce qu'il est assez long, mais qui explique pourquoi c'est pas un problème de partager l'API key et toute la configuration. C'est pas un problème si tant est qu'on sécurise correctement sa base de données. OK? Alors, j'en étais où? J'en étais hop, sur la page 3, on a vu. Alors, on va passer à la page 4. On va passer à la page 4 qui, là, on va montrer, on va faire deux choses. On va ajouter des filtres et des tris. OK? Je pense que c'est un peu complexe. J'ai bien envie de tout de suite donner la page 4 et de vous l'expliquer, parce que surtout qu'on a pris du retard. Donc, je vais directement pousser. Tiens, pourquoi il ne le voit pas? Ah, voilà. V1.3 ou 4, je ne sais plus, c'est pas grave. Et je vous montre déjà cette page 4. Hop. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette page 4? Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de retourner dans votre console Firestore et de supprimer toutes les collections. Parce qu'on va rajouter un champ. Donc, quand on supprime une collection, vous voyez, il vous met une boîte de dialogue d'alerte où il faut retaper le nom de la collection pour vraiment pas faire de conneries, pas faire d'erreurs, pardon pour mon vocabulaire, surtout que je suis enregistré. Surtout pas faire de bêtises. Et donc, il faut vraiment donner le nom de la. Donc, celle-là aussi, on peut les supprimer, hein, mais ça, c'est plus anecdotique. Et voilà. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce que j'ai maintenant? Ah oui, j'ai pas mis mes settings de Firebase, puisque je les avais enlevés à l'origine. Et ils sont plus bas, plus haut, ils sont là. Première chose qu'on va faire, je vous montre déjà ceci, c'est qu'on va ajouter le fait que ce livre est un livre pour la jeunesse ou pas. D'accord? C'est juste une manière de faire des queries, différentes. Et dans le c'est que je suis, il est où ici, j'ai rajouté normalement des livres pour tiens, j'avais rajouté livre pour la jeunesse, c'est pas grave. On va, voilà, Le Petit Prince, c'est très bien. C'est un livre pour la jeunesse. Hop. Enfin, c'est un livre pour tout le monde, mais ici. Et là, c'est Le Petit Prince. Voilà. Et je vais dire que c'est un livre de jeunesse et je fais ajouter un livre. Tiens, il faut que je fasse un refresh. Oh. C'est la première fois que je fais un workshop comme ça. Ça va très bien. Continue. Ouais, très bien, mais ça prend pas mal de temps, tu vois. Afficher les livres, j'ai Mon Petit Prince et on me dit que c'est un livre jeunesse, ok. Je vais en rajouter un deuxième, très connu, hein, les Misérables de Victor Hugo. Hop, on va dire. Merci pour ton feedback, Étienne. Plaisir. Tu vois, je dis toujours merci après 3-4 secondes. Non, c'est pas de la jeunesse. J'ajoute le livre, je fais ça et j'ai mon livre jeunesse, ok. Du coup, ici, ce que je vais vous montrer, c'est que je peux
euh, afficher tous les livres, ou afficher uniquement les livres jeunesse, ou afficher uniquement les livres adultes. OK? La manière très simple et un peu simple et pas recommandée de faire, c'est de ramener tous les documents de la collection et de les filtrer dans le front-end. Évidemment, ça, c'est pas bon. Ça va quand on a 2 livres, mais si on a 200 000 livres, ça va pas du tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire une query, une requête vers la base de données qui va filtrer en fonction de ce que j'ai choisi ici. D'accord? Donc, si on passe dans le code, je vais utiliser, j'ai fait un copier-coller. On va, ici, vous voyez, je vais utiliser 2 nouvelles méthodes. Une méthode qui s'appelle query et une méthode qui s'appelle where. Et on va aller directement à l'endroit. Donc ici, en fonction, ça c'est la fonction qui va faire un fetch, qui va donc interroger la base de données pour récupérer tous les bouquins. Par défaut, c'est filter all, mais suivant le sélecteur, si je sélectionne youth ou adulte, jeune ou adulte, eh bien, je vais définir en fait avant ça, j'appelais une simple query en passant juste ma collection, d'accord? Donc, si on revient dans la page 3 ici, qu'est-ce que je faisais quand je voulais récupérer mes documents? J'appelais getDocs sur une collection, d'accord? Mais là, je veux plus que uniquement toute la collection, je veux filtrer cette collection. Et donc, je dois définir ce qu'on appelle une query. Et cette query, je vais la passer à la méthode getDocs. De la même manière que je passe une collection brute qui me ramène tous les documents, eh bien, à getDocs, je peux passer une query, qui est en fait une dérivation, une spécification d'une collection. Ou on va le dire inversement, c'est que la collection est une sous-classe de la query. D'accord? Donc, je dis que c'est une query que je veux faire sur la collection Books. Et comment je veux définir cette query? Je lui dis que je veux filtrer ici sur tous les documents dont le champ isUseBook est égal à true. Et dans le cas inverse, c'est le champ est égal à false. Et donc, c'est en définissant cette query. Ensuite, je la passe à la méthode getDocs et tout le reste, c'est la même chose. Je fais un for each sur mon query snapshot et je pousse mes documents dans un tableau qui va lui-même être mis dans l'HTML. OK? Donc, c'est assez simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous montre un exemple très simple, mais les queries peuvent être vraiment très... Si je vais dans ma documentation et que je vais sur Read Data, on peut avoir des queries très, très complexes. Donc ici, on a des queries très simples, comme on vient de le voir. Donc ici, ben, typiquement, c'est la même chose que ce que je viens de vous montrer avec du where, d'accord? On peut avoir d'autres choses, comme par exemple du inférieur ou égal. Donc, on a tous ces opérateurs dans une query where, d'accord? Moins que égal, etc., n'est pas égal. On peut également faire des queries sur le contenu de tableaux, de arrays, qui sont un type de champ dans le document. Donc, c'est très, très puissant, d'accord? Et ensuite, on peut également on va le voir dans le prochain exemple, on peut également ordonner nos documents en fonction d'un champ. Typiquement, par exemple, ici, j'ai une query. Donc, CityRefs, c'est la référence d'une collection. Et puis ensuite, au lieu de faire where, eh bien ici, j'appelle la méthode orderBy et je lui dis que je veux faire ordonner mes records sur la base du champ name et en descendant. Je peux avoir ascending et descending. Et je peux aussi également appliquer une limite une limite qui va me retourner que 3 documents. Et donc, je peux composer ici, ajouter l'une après l'autre différents filtres sur mes queries pour filtrer les résultats de ma requête vers FileStore. OK? Je n'ai pas le temps de passer à travers la documentation, mais elle est très complète et donc je vous invite à la regarder. Le cinquième exemple, c'est le cinquième exemple, que je ne dise pas de... Tac, tac, tac. Il est où? Le cinquième exemple, c'est comment supprimer un livre. Normalement, ouais. Donc, comment supprimer? Alors, ici, je vais faire pareil. Hein. Je vais vous mettre dans le repo, je vais vous mettre comment dire, l'entièreté du code. Hop, il est là.
Hop. 5, je pense que c'est ça. Et donc, on va regarder tout de suite cette page. Il est quelle heure là? Il nous reste combien? Il nous reste 50 minutes. Hop là, je passe à la page numéro 5. Afficher les livres. Ah, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Tiens, c'est pas normal ça. Est-ce que je me suis trompé de. Je me suis peut-être trompé de. Oui, je me suis trompé de. Je me suis trompé de projet. C'est pour ça. J'ai mis le mauvais projet. C'était mon projet de test sur lequel j'avais travaillé. Donc, je remets le bon projet. Vous voyez, j'ai mis les settings, la configuration d'un autre projet Firebase. Eh bien, il a vu que là, sur ce projet-là, je n'avais pas la permission parce que c'est un projet sur lequel j'ai fermé j'ai sécurisé la base de données. Donc, je reviens ici et là, tout devrait aller. Je fais un refresh et j'ai mes livres qui sont affichés. OK? Et donc là, ce que je vais faire, c'est supprimer un document. Donc, si je clique ici, je fais supprimer, et là, le livre a été supprimé, et c'était cette référence-là. Et si je viens dans ma collection, donc si je fais un refresh ici, quand on crée une nouvelle collection à partir d'une application, pour pouvoir la voir dans la console, il faut faire un refresh. Donc ne soyez pas surpris que quand vous commencez vos tests, à partir de votre application, vous dites mais je ne vois pas ma connexion. Ben, en fait, il faut juste faire un refresh. Et donc, vous souvenez que j'avais créé deux livres, il ne reste plus que Victor Hugo qui est là. Et donc, si on regarde le code, eh bien ici, ça va être, attendez, je fais 1.5, c'est toujours la même. Commit push, enfin, il y a juste le, comment dire, les settings qui ont changé. Je vais appeler une méthode qui s'appelle, comme vous pouvez l'imaginer, delete doc. Qu'est-ce que je dois faire pour deleter un document? C'est très simple, je vais lui passer l'ID du document. Donc, si je descends dans cette méthode, elle est là. Enfin, c'est cette fonction qui s'appelle delete book et dans laquelle, qui est toujours une fonction asynchrone, hein, async await, sur laquelle j'appelle la méthode deleteDoc. Qu'est-ce que je fais? Je lui passe la référence du document que je veux supprimer, et cette référence, je la définis en utilisant la méthode doc. Je lui passe notre database, la collection et l'identifiant du document du document que je veux supprimer. D'accord? Et donc, en fait, tout le code HTML qui est dans cette page, il fait quoi? Il va permettre ici que ce bouton, quand je clique sur ce bouton va appeler cette méthode en lui passant l'identifiant du document correspondant à cette ligne. D'accord? Donc, c'est le même bouton dans chaque ligne, mais à chaque fois, il prend évidemment l'identifiant du document qui correspond à sa ligne pour venir supprimer uniquement ce document. OK? Je vous passe le détail ici du code, vous pourrez le regarder, mais une fois de plus, c'est du code qui n'est pas très intéressant parce que c'est du JavaScript pur et dur et qui est vraiment, voilà, on utilisait ça il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a des frameworks qui font ça bien mieux. Donc, l'idée ici, le focus sur cet exemple-là, c'est vraiment d'utiliser la méthode delete-doc. OK? Voyons voir ce que fait la page numéro 6. Pour être sûr, parce que j'ai plusieurs autres choses ici. Ouais, ce que je fais ici, c'est on va maintenant récupérer, donc ça c'est très intéressant, récupérer les titres, les livres, pardon, en temps réel. D'accord? Donc on va utiliser la fonctionnalité de real-time de la database FileStore. Et pareil, je vais vous rajouter le code ici. Donc on est sur la page 6. Je vais le pousser, vous n'avez pas besoin, ça c'est l'ancienne configuration. 1.6. Je vais aller chercher ma config ici. Et vous allez voir, là, ça commence à devenir assez intéressant. Ça commence à être une application qui
hop, si je passe sur la page 6, alors je pense que de souvenir, je suis reparti d'une page très simple. Hein, j'ai enlevé tous ces trucs-là. Voilà. Vous voyez ici, page très simple. Hein, je suis revenu à mon tableau du début, tout simplement. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est, je vais prendre, tiens, ce bouquin qui est très bien, hop, de Maria Maba, une longue lettre. Et donc là, au moment où je fais ajouter un livre, hop, directement, le livre est sauvegardé dans la base de données. Et moi, dans mon code JavaScript, on va le voir ensemble, j'ai mis un listener qui écoute en permanence la base de données et qui écoute tout document créé, non pas uniquement par moi-même, évidemment, mais créé par toutes les personnes qui interagissent avec la base de données. Donc là, on est vraiment dans du real-time. Et vous voyez, il y a eu besoin de rien faire, hein, rien du tout. Je vais juste vous montrer le code, mais ce n'est pas plus difficile que ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. D'accord? Donc, en quelques lignes de code, que je vous montre maintenant, c'est même presque une ligne de code, eh bien, vous avez une interface qui est dynamique en fonction voilà, qui est dynamique. Et s'il y a un utilisateur de l'application qui crée, modifie ou supprime un document, votre listener, donc dans votre application, dans votre interface utilisateur, vous allez voir immédiatement le résultat de cette opération par quelqu'un d'autre. Donc, on est vraiment, c'est typiquement quelque chose pour faire des applications de chat, des choses comme ça. D'accord? On est vraiment en temps réel. Et donc, si je vais à l'endroit où se passent les choses, eh bien, c'est très, très simple. C'est ici, on va appeler la fonction onSnapshot, d'accord? La méthode onSnapshot, pardon, qui, elle, n'est pas une méthode, c'est un listener, c'est pas une méthode asynchrone. Ici, vraiment, ça met en place un listener hein, qui passe par des WebSockets. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui donner la collection que l'on veut écouter, mais on peut très bien écouter une query également, d'accord? Donc, écouter uniquement les livres jeunesse, par exemple, donc, ou uniquement les livres adultes, ou uniquement les 3 premiers enregistrements de ma collection. Et ici, on va, là le code, je l'ai mis en plusieurs parties, mais on va appeler la fonction displayBook, qui est ici, et on va lui passer le snapshot. Donc, le onSnapshot nous retourne un snapshot, et un query snapshot. Et ce query snapshot, eh bien, on peut de la même manière faire un for each sur ce query snapshot, et pareil, alimenter notre tableau. Alors ici, donc ce que je pense, c'est que je vais vous montrer la documentation. Déjà, ça vous donnera une autre idée. Il faut aller toujours dans la documentation, mais sur Get Real-Time Updates. Voilà. Et ici, eh bien, vous voyez donc ici, on écoute les changes locaux. Je veux pas vous. Ouais, ok. Ici, on écoute les changements. Donc, on a on snapshot oui, en fait, excusez-moi, je m'embrouille un peu. On peut mettre un listener sur toute une collection, sur une query, mais également sur un document unique. D'accord? Si on veut monitorer un seul document. Et c'est ce qu'on voit ici dans le haut de la documentation. On parle de un document. Donc, c'est pour ça qu'on a un on snapshot sur un document. D'accord? Mais moi, ce que j'ai utilisé, c'est un snapshot sur plusieurs documents d'une collection. D'accord? Et là, l'exemple qu'il nous montre, il utilise directement une query. Moi, dans mon exemple, j'utilise toute la collection Books. Mais ici, ils mettent un listener sur les documents de la collection Cities pour lesquels le champ State a la valeur CA Californie. D'accord? Et donc, comme on le voit, on a onSnapshot, on lui passe la query et on a une fonction anonyme qui a pour paramètre un query snapshot. Et donc, ce query snapshot, eh bien, comme vous l'avez vu dans mon code, on peut faire un for each. Et là, on va alimenter un tableau avec tous les snapshots documents, les documents snapshot qui correspondent à chaque document de la query, retourné par la query ou par la collection. J'espère que je suis clair. Un truc important, surtout merci Ryan pour le feedback, un truc important, surtout quand on utilise des frameworks comme Vue.js, Firebase, Angular, pardon,
ou React, c'est que quand vous déclarez des listeners dans un composant, il faut toujours penser à les détruire quand on quitte le composant. Et pour pouvoir faire ça, en fait, il faut il faut déclarer notre listener dans une constante, d'accord? Ici, elle s'appelle unsubscribe. Et quand vous voulez sortir, quand vous voulez détruire votre listener, je pense que c'est tout à la fin. Non, c'est un peu plus. Voilà, c'est On ici. l'appelle. En fait, vous appelez cette variable comme une fonction. Et ça va stopper et ça va détruire le listener. Donc ça, c'est vraiment important de faire le ménage une fois que vous quittez le composant qui utilise votre listener. J'ai entendu, Étienne, tu as dit quelque chose, c'était une question? Oui, c'était juste une confirmation, en effet. J'ai déjà utilisé ça, alors je voulais Ok, compléter. voilà, super. Alors, autre chose. Ici, comme vous l'avez vu dans mon code et comme vous l'avez vu dans l'exemple, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'il y a un nouveau document, on vide complètement la table, et on reparcourt l'ensemble des documents et on populate la table. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Et donc, on peut également, on a dans notre snapshot, on a une propriété qui s'appelle docChange et on peut c'est également l'équivalent d'un tableau et on peut faire une loupe sur ce tableau docChange et on peut avoir le type de changement. Et donc ça, c'est très intéressant parce que au lieu de supprimer tous les enregistrements qui sont dans le tableau, dans votre navigateur, hein, et repopuler le tableau et le réafficher, on peut identifier uniquement les documents qui ont été ajoutés, modifiés ou supprimés au moment où le listener s'est déclenché. Je ne sais pas si je suis clair. D'accord? Mais si le listener il se déclenche, par exemple, si je rajoute un nouveau document, au lieu d'enlever tous les documents du tableau et de les remettre tous les documents de la connexion, je pourrais juste rajouter au tableau le nouveau document. Euh, Pareil, oui. En fait, j'imagine que cette fonctionnalité-là est en relation avec le mode hors ligne aussi de Firebase, Firestore. Oui et non. Oui et non. Ah non, c'est vrai, excuse-moi, je me suis trompé. C'est à cause que il y a un autre mode qui s'appelle pour savoir si le changement est local ou est dans le cloud. Excuse-moi, je me Ouais, suis trompé. ouais, tu as tout à fait raison. Et là, je ne vais pas passer là-dessus aujourd'hui, mais Désolé. effectivement. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu as tout à fait raison. Mais c'est effectivement ça. Mais ce dont tu parles, il est exactement dans la documentation ici. Local change only. Mais j'ai fait comment dire, j'ai fait exprès de ne pas en parler parce que je ne veux pas que ça soit trop Ça va, complexe. ça Il y a va. encore pas mal de trucs. Mais non, ici, c'est vraiment que tu sois online ou pas. Au lieu de. Tu peux déterminer qu'est-ce qui a été modifié lors du déclenchement de ton listener. Est-ce que c'est un nouveau document qui a été ajouté? Est-ce que c'est un document qui a été modifié? Est-ce que c'est un document qui a été supprimé? Comme ça, tu peux mettre à jour juste le document en question. OK? Alors, il reste combien de temps? Parce qu'on n'a pas fini. J'avais d'autres. 23. Il est 23, OK. Parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Laissez-moi regarder de mon côté. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, je vais rajouter plusieurs pages. On va passer hop là. On va passer sur tout ce qui est authentication maintenant. Je vais les pousser dans le repo. C'est pareil, il y a ça, mais ça, comme je l'ai dit, du moment qu'on sécurise bien sa base de données, il n'y a pas de souci. Donc là, normalement, dans le repo, vous devez voir des nouvelles pages. Hop. Non. Tiens. Comment ça se fait? Ça va pas, ça? Ah ouais, j'avais pas fait le commit. Voilà. OK. Donc là, on va passer à la page 7. Alors, la page 7. La page 7, donc, c'est par rapport à
par rapport à l'authentication. Je vais revenir sur les slides très rapidement. Je vais boire un petit peu d'eau, si vous me permettez. Est-ce que, juste pour une question, est-ce que vous arrivez à coder en même temps ou est-ce que vous suivez juste ce que je le fais? Pour ma part, j'ai déjà cette expérience-là, donc je suis plus pour voir les nouveautés que coder en même temps. OK. Et les autres, ça m'intéresse d'avoir votre retour sur est-ce que, comme je dis, c'est la première fois que je fais un workshop en direct. Est-ce que vous avez le temps de coder, de regarder ou... De mon côté, je dirais que c'est quand même un peu rapide, mais j'arrive à suivre quand même avec un peu d'effort. OK. OK. Bon, moi, de mon côté, je me concentre plus sur le fait de comprendre et d'assimiler les notions. Plus tard, je vais essayer de le refaire. OK. Donc, ouais, je pense que c'est assez difficile je pense que, surtout online, comme je ne vous vois pas, parce qu'en fait, si vous ne codez pas en même temps, bah, c'est comme si je faisais une démo juste de mon côté, vous voyez. Donc, mais c'est Non, intéressant. moi, je te suis actuellement, donc ça Ok. va. C'est juste que je précisais juste que c'était un peu rapide. Je vais vite, ouais, je comprends, mais surtout Ouais. quand on a pris du retard. Ouais. Et puis j'ai Oui, envie. nous sommes en train de suivre. Ok, top. Ouais, J'ai- c'est j'ai- Et en correct, même temps, vas-y. faut pas te Ceux qui déranger, arrivent, vu- ceux qui n'arrivent pas à suivre pourront regarder la Voilà. vidéo Ouais, enregistrée plus tard, donc ce sera ok, correct pour tout le monde. Au moins, ok, ils auront compris le processus. ok, impeccable. Merci pour votre retour. Je passe très rapidement sur Firebase Authentication. Ben, il fournit des services de back-end et des SDK qui vont vous permettre d'authentifier vos utilisateurs. D'accord? Donc, ça permet l'authentification à l'aide de plein de providers différents, par email, password, par téléphone, de manière anonyme, par tous les providers, les Federated Identity Providers hein, qu'on connaît, que ce soit Google, Apple, GitHub, Facebook, Twitter, etc. Et on peut également, ça c'est très intéressant, utiliser SAML et OpenID qui sont des providers standards sur le marché pour tout ce qui est authentication. Okay, ça marche comme la plupart des systèmes d'authentication, c'est que d'abord, ça va s'intégrer étroitement avec les autres services Firebase, comme Firestore ou Cloud Storage, on va le regarder, sur la base de règles de sécurité. Et sinon, comme tout système de sécurité informatique, il y a deux parties. La partie authentification ou authentication en anglais, qui, elle, va s'attacher à valider les informations d'identité de l'utilisateur, telles que votre identifiant et votre mot de passe, ou votre email et votre mot de passe, et ça va vérifier votre identité. Donc ça vérifie que vous êtes bien qui vous prétendez être sur base de vos credentials. À savoir également qu'on a le multifactor authentication dans les services, d'accord? Ça qui devient de plus en plus important. Donc ça, c'est la partie authentication. Ça vérifie que vous êtes bien qui vous dites être. Et puis derrière, il y a la partie autorisation qui va vous donner, une fois qu'on sait qui vous êtes, eh bien, on va vous donner ou pas accès à l'ensemble, à certaines ressources ou à d'autres ressources. Ça, au niveau de Firestore, par exemple, c'est carrément, c'est au niveau de la collection, ça peut même aller au niveau du document. D'accord? Et ça va être assuré par des règles de sécurité qui vont vérifier dans le back-end, donc au niveau de Firestore, qui vont vérifier vos droits d'accès en fonction de vos credentials suite à votre login. D'accord? Et alors, ce qu'on peut faire, c'est la possibilité de mettre en œuvre une role-based access, donc une stratégie de contrôle basée sur les rôles. Et pour ça, je vous invite à regarder mon Medium, donc ma publication Medium. D'ailleurs, vous pouvez regarder la plupart des articles, mais regardez une story qui s'appelle sont mes stories published, une story qui s'appelle comment créer un module d'administration pour manager les utilisateurs avec des rôles, d'accord? Et ça, je vous le mets dans le chat ici. Et vous pouvez aller regarder et ça va vous montrer comment, avec des Cloud Functions, on peut associer au GWT, le token d'authentication de l'utilisateur, comment on peut lui associer différentes propriétés, et donc en particulier un certain rôle. Et dans la règle de sécurité, on peut vérifier si cet utilisateur a un rôle ou pas.
à ce rôle ou pas. OK, mais on va regarder ça plus en détail. Donc, je vais passer ici. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Est-ce que je dois mettre... où c'est que je dois mettre? Ici. Ça, c'est le mauvais... la mauvaise configuration de Firebase. Hop, je fais ça. Et si maintenant, je lance la page numéro 7, elle est où? Normalement... Voilà, ici, j'ai rajouté un petit module d'identification, donc je ne suis pas connecté. Mais avant de pouvoir lancer et interagir avec le service d'authentication, il faut que j'aille l'activer. Donc je vais dans ma console de Firebase, je vais sur la partie Build et je clique sur Authentication. Et là, de la même manière, je vais je vais provisionner le service d'authentication. Alors, comme vous le voyez, eh bien, comme je l'ai montré dans mon slide, hein, qui est d'ailleurs une copie de cet écran, eh bien, j'ai tous ces providers disponibles. Je clique sur Email Password et là, je vais je vais activer le provider Email Password. Je fais Save et du coup, ici, je me retrouve, si je reviens sur User, je me retrouve dans la liste de mes utilisateurs et je peux ajouter un utilisateur. Alors, je peux utiliser un mail existant ou même un mail qui n'est pas existant. Et c'est juste en fait considéré comme un username. Sauf que si vous utilisez un mail, vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses, comme par exemple, en particulier, vérifier cet email. Donc je vais prendre ici mon email que j'ai créé. Il est où cet email? C'est un compte de... C'est un compte... Allez. Voilà. Je reviendrai dessus plus tard. Ici, je vais mettre mon email. Et là, je vais mettre un simple mot de passe. Hein. C'est pas grave si c'est enregistré, c'est pareil. Tout ça, ça va être supprimé. Donc, je mets MDP. D'accord? Et ça, c'est mon identifiant. Maintenant, je reviens dans ma page ici et je vais mettre mon email. Je vais copier, ouais. Et ici, je mets MDP. Et là, normalement, si je fais sign in, voilà, j'ai ma connexion qui est réussie. OK? Très bien. Je peux également faire sign out, et là, je suis déconnecté avec succès. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, laissez-moi retrouver mes notes. On va mettre une règle de sécurité. Donc ici, si je fais afficher les livres, qu'est-ce qui se passe ici? Tac, tac, tac. À mon avis, attendez, je me souviens plus de ça, c'est une page que j'ai faite il y a quelques temps. Les reprises d'un projet. Non. C'est pas normal parce que j'ai pas mis de règle de sécurité. Mais ça ne semble pas être une erreur de. Non, c'est pas une erreur. Je pense que c'est le. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ici, donc, il a vu que je n'étais pas authentifié, donc il a directement mis ça. C'est-à-dire, si par exemple, si ici j'enlève ça, si j'enlève ça, je sauve et que je reviens ici, que je fais ça, là, c'est pas normal. Ah non, c'est pour ajouter un livre. Suis-je bête? Hop. OK. Donc là, je ne suis pas connecté et j'ai bien tous les livres. OK? Puisque j'ai rien changé. Par contre, si je vais et je dois retrouver mes notes, elles sont où? Il est où? Ici, si je vais dans ma base de données Firestore, d'accord, que je vais dans Rules, que j'enlève cette règle-là,
et je vais en mettre une nouvelle. Je vais dire que pour accéder à la collection Books, d'accord, pour pouvoir lire et écrire dans cette connexion, je dois être authentifié, numéro 1, et numéro 2, mon email doit être, donc c'est pas celui qu'on a vu ici, que je dois reprendre encore, Workshop Renault, je vais le coller quelque part, hop, je dois être mon email doit être workshops.renault@gmail.com. C'est très bête hein, comme règle de sécurité, puisque vous n'allez pas limiter votre base de données à une seule personne, enfin, sauf si vous voulez travailler vous-même dessus et que personne d'autre. Mais c'est juste pour vous montrer, donc, de quoi est composée une règle de sécurité. Elle est composée d'un chemin, donc ici, le chemin, c'est la collection Books, et je regarde les documents dans la collection Books. Et ensuite, elle est composée de différents droits d'accès, la définition de différents droits d'accès. Ici, je donne les mêmes restrictions, la même définition d'accès pour l'écriture et pour la lecture. D'accord ? Et je dis que je dois être authentifié et que l'email de l'utilisateur doit être celui-là. Si je fais Publish, et que maintenant je reviens ici, si je fais afficher les livres, ça ne va pas. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Normalement, j'ai bien fait sign out. Hein. Ah ouais, non, déconnecté. OK. Voilà. Là, j'ai une erreur. Missing of or insufficient permission. OK. Et si maintenant, je mets mon email et que je m'authentifie, je fais sign in. Là, normalement, j'affiche les livres et ils sont récupérés. D'accord ? Et si je fais ça, je suis déjà connecté en tant que, et je fais afficher les livres. Il garde évidemment dans le token, dans le cookie, j'ai le token qui est toujours là, donc je fais un refresh et je suis toujours logué. D'accord ? Si jamais je viens ici et que je change, et que par exemple je mets un 1 ici, je fais publish. OK ? Je reviens là, je fais afficher les livres, là j'ai une erreur. C'est-à-dire si je fais un refresh, hein, je suis toujours connecté en tant que tel. Si je fais afficher, eh bien là je n'ai rien, j'ai aucun livre qui s'affiche. OK ? Donc ça c'est vraiment comment sécuriser. Et donc là la documentation c'est pareil. Je vous invite à aller sur la partie Secure and Validate Data et vous allez avoir tous les détails sur comment sécuriser. D'accord ? La page numéro 9, il y a une page qui a sauté. La page numéro 9. On va un peu plus loin. Je vais m'assurer que j'ai le bon. Je ne sais pas s'il y a des questions en attendant sur cette partie Authentication. Non, pas de questions. Ici, j'ai sauvegardé. OK, impec. Merci pour la réaction. Hop. Ah, c'est pas la 8, c'est la 9. J'ai sauté. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est pas la bonne page, ça. La page, c'est le 10. Je crois que je me suis. C'est une page de travail. Normalement, je l'ai toujours. Donc la page 9, vous pouvez l'oublier. Allez. Hop. Ouais. Donc, c'était quoi cette page? En fait, ce que je veux vous montrer, c'est deux choses. Je veux vous montrer comment, une fois que vous êtes logué, comment récupérer l'état de connexion, récupérer les informations de l'utilisateur, d'accord? Parce que vous allez nécessairement, à un moment ou à un autre, quand vous allez vouloir, par exemple, sauvegarder un document dans FileStore, vous avez souvent besoin, par exemple, de savoir qui est l'auteur de ce document. Et donc là, vous allez enregistrer dans FileStore, par exemple, l'ID de l'utilisateur ou l'email de l'utilisateur, d'accord? Donc, quand je me connecte, eh bien, j'ai un token qui est généré et ce token contient toutes les informations de l'utilisateur. Donc, passons sur cette page en question.
Qu'est-ce qu'on a? On a, ce qui est important de voir, c'est en fait, je descends, on a nos boutons, c'est ceci. C'est un observeur qui va observer l'état de connexion de l'utilisateur. Et c'est la meilleure manière de savoir si l'utilisateur est authentifié ou non. Vous pourriez interroger l'objet auth.user, d'accord? Mais vous devriez interroger plusieurs fois jusqu'au moment où l'utilisateur est logué et l'application considère qu'il est logué. Le mieux, c'est de mettre un observeur. Et dans cet observeur, eh bien, il y a deux possibilités. Soit l'utilisateur est connecté, soit il n'est pas connecté. Et ça, ici, j'affiche tout simplement des informations, mais c'est typiquement là-dedans que vous diriez, bien là, à ce moment-là, je peux commencer, par exemple, à faire un fetch, une query vers ma base de données. Vous appellerez la méthode qui permet d'appeler la base de données pour récupérer les informations, parce qu'elles sont sécurisées et accessibles uniquement à un utilisateur authentifié. Si je reviens ici, donc là, j'étais déjà connecté, hein, donc je vais me déconnecter. Là, donc, mon état me dit que je suis non connecté. Si je fais ça, et je fais MDP, et là, hop, il enregistre que je suis connecté. Et ça, c'est très important, hein. Il faut revenir. Alors, je vous invite à aller dans Authentication, dans Web, dans Get Started, il me semble, ou c'est celui d'après. Laissez-moi regarder. Oui, c'est ici. Donc, ici, pour chaque page où vous avez besoin d'avoir les informations de l'utilisateur qui est authentifié, vous allez, c'est vraiment la manière de faire, c'est d'attacher un observeur à l'objet Authentication, d'accord? Et cet observeur, c'est un listener, hein, va être appelé à chaque fois que l'état d'authentification de l'utilisateur va changer. Donc, c'est exactement ce que je vous ai montré. Donc, on fait on auth state change, et dès que l'utilisateur est authentifié, eh bien, on le sait et on peut agir en fonction. D'accord? Et c'est pour ça que quand je fais un refresh, eh bien, vous voyez, pendant quelques secondes, la page considère que je ne suis pas connecté, et puis comme le cookie est toujours là et que je n'ai pas dépassé la durée de vie de ce cookie, le cookie d'authentification, hein, le JOT, qui est dans le JWT qui est dans le cookie, eh bien, automatiquement, la page voit que je suis authentifié. OK? Alors, il y a une autre information qui est intéressante, c'est que une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que on peut vérifier très facilement l'email d'un utilisateur. Et on pourra utiliser dans les règles de sécurité le fait que cet utilisateur a un email vérifié. Pourquoi ça, c'est important? Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous sembler peut-être un peu étonnant. C'est que à partir du moment où quelqu'un a les identifiants de la configuration de votre application, d'accord, et même juste l'API key, à partir du moment où quelqu'un a cette API key, et c'est très facile de trouver cette API key, comme vous l'avez compris, et comme je l'ai mis dans le chat, hein, j'ai mis une question Stack Overflow, cette API key, elle est intégrée dans les projets et elle est visible. C'est vraiment pas difficile de faire un peu de reverse engineering. Là, on est dans une bête page web, il suffit de regarder la source, mais même avec du code Angular ou Vue.js, etc., on peut récupérer cette API key. Eh bien, avec cette API key, n'importe qui sur la planète peut créer un nouvel utilisateur dans votre projet Firebase. Vous avez bien entendu. N'importe quel utilisateur peut, tout simplement à partir, par exemple, de l'API de base de Firebase, n'importe quel utilisateur peut venir rajouter ici un utilisateur. Il n'aura pas accès à cette console, hein, il fera appel juste à une simple API ou d'ailleurs à une méthode qui existe, hein, qui est ici, qui s'appelle Sign Up New User. Donc, on peut très bien, à partir du SDK JavaScript et des autres SDK iOS, Android ou Flutter, on a une méthode qui permet de créer un utilisateur directement dans le projet. OK ?
Alors là, vous allez me dire, bon, mais c'est la porte ouverte un peu à tous les problèmes. Ben oui et non, c'est-à-dire que c'est le modèle que Firebase a décidé, et c'est à vous de mettre en place le mode de sécurisation que vous désirez. Une des possibilités, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, attiré votre attention tout à l'heure, c'est d'utiliser des rôles via ce qu'on appelle des custom claims. Et donc, c'est d'assigner soit avec une interface administrateur, hein, c'est exactement ce que fait cet article, il vous montre comment créer un module d'administration qui va vous permettre de définir vous-même les utilisateurs et en leur ajoutant ce qu'on appelle une claim, c'est-à-dire une information sur leur JWT, sur leur token d'authentication, et uniquement les utilisateurs avec cette information supplémentaire dans le token pourront accéder à vos données, du moment que vous les sécurisez bien dans votre database FileStore. Okay. Une autre manière de faire, c'est de dire, ben moi, mon application, OK, elle est ouverte à tout le monde, mais ce que je veux, c'est que je veux être sûr que les personnes qui l'utilisent, que leur email est un email valable. C'est assez classique hein, dans le monde des applications. Et c'est l'exemple que je vous ai donné ici. C'est que ici, donc, si je me souviens bien, je dois, si on va regarder le code hein, de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme code ici? On a vu le code pour l'observer hein, qui était là, et puis ici, on a le bouton de vérification de l'email. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller chercher l'utilisateur, d'accord, qui est une propriété du service de l'objet authentication, d'accord, et il va passer cet utilisateur à une méthode qui s'appelle Send Email Verification. Donc, Firebase, dans le SDK, a une méthode qui vous permet très facilement de envoyer un mail de vérification. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, d'abord, là, je vérifiez de votre côté que vous êtes bien connecté, d'accord, et donc que votre email est bien présent. Et donc là, je vais cliquer là-dessus. L'email a été envoyé. Et si je vais dans mon inbox, vous voyez que je viens de recevoir un email. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lien qui va me permettre de vérifier mon email. Tout simplement, mon email a été vérifié. Comme du moment que j'ai reçu cet email dans ma boîte de mail, ben, c'est bien l'email qui vient de Firebase. Et ici, en cliquant sur ce code, il y a un code unique hein, qui s'appelle, en cliquant sur ce lien, pardon, il y a un code unique qui permet à Firebase de faire le lien entre votre utilisateur dans Firebase et le fait que vous avez cliqué sur cet email. Et donc maintenant, si je reviens ici, vous voyez que, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais j'avais mes emails vérifiés non. Si maintenant je fais refresh, eh bien, vous voyez que mon email est bien vérifié. Et là où c'est intéressant, et il faut que je retrouve mon code. Où c'est que j'ai mis ça? Attendez, donnez-moi 2 secondes. Tac, 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 tac. Où c'est que j'ai ça? Bon, c'est ça que je cherchais. Ce que je peux faire maintenant, c'est aller adapter j'aurais dû le faire avant, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Vous pouvez le tester chez vous. Je peux aller sur ma database FileStore, je vais dans mes règles de sécurité, ok. Et là, je dis plus que c'est juste Monsieur Renaud qui peut venir, mais je vais changer ça et je vais rajouter le fait que mon token, l'email de mon token doit avoir la propriété email verified qui est égale à true. OK? Et on va faire. C'est où le problème? Ah ouais, il y a un autre problème. Paste. Le point virgule le trop avec la collade. Ouais, il y a de la collade en trop, merci. Voilà, ça c'est bon. Ce qu'on va faire ici, c'est très simple. On va, pour le montrer, je vais aller dans l'authentication, je vais créer un nouvel utilisateur, toto@mail.com. Hop là. OK. Et donc là, maintenant,
Je viens ici, je n'ai pas besoin de faire de refresh, quoi que ce soit, c'est bon. Ici, je fais toto@mail.com, je mets mon mot de passe, je fais sign in. Il y a une Alors, faute sur Toto. ouais, c'est ça, ouais, il y a une faute, merci beaucoup. Hop. Voilà, je suis signé, OK. Et là, alors attendez, normalement, c'est dommage parce que j'ai pas mon. Je dois avoir une page qui montre ça. Ouais, on va passer sur la page. Ben non, c'est la page 10. Tiens. Eh bien, il me montre même pas les boutons en fait. C'est la page qui. Oh, c'est stupide ça. Attends, hein, attendez. Ou alors c'est ma page 11. Ah, je pense que c'est ma page 11. Laissez-moi. Hop. Ah, tac, tac, tac. Hop. Il est quelle heure? Il est 50. On a bientôt fait le tour. Hein. On a bientôt fait le tour. Le dernier truc que je vais vous montrer. Donc là, hop, la page 11, normalement, ça doit être la même chose. Hop, voilà. Donc, je suis bien ici avec je suis authentifié comme toto.email, d'accord? Je fais afficher les livres, bang, missing or insufficient permissions. OK? Alors que si je me mets comme workshop.renaud@gmail, etc., donc je fais sign out, je fais signin.com, hop, OK, afficher les livres, bang, ils sont là. OK? Alors, ici, ben, comme un peu le reste de la présentation du workshop, c'est assez simple. Hein, et on peut faire des choses beaucoup plus complexes. Mais voilà, vous voyez vraiment le concept. C'est-à-dire que là, vous voyez vraiment le lien entre l'authentication, le service d'authentication et les règles de sécurité de Firestore. Et c'est la même chose pour les règles de sécurité sur Cloud Storage, par exemple. D'accord? Et c'est le même type de sécurisation. Et tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Firestore, c'est une database NoSQL, mais vous êtes peut-être au courant, ou en tout cas, je vous mets au courant qu'il y a un nouveau service qui est apparu en version bêta lors du dernier I.O. L'année dernière, qui s'appelle Data Connect, et qui va passer au prochain I.O., Google I.O., qui va passer en General Availability, donc ça veut dire qu'il est utilisable en production, c'est Data Connect. Et qu'est-ce que c'est Data Connect? C'est que c'est Firebase avec une base de données SQL, et en l'occurrence, une base de données Postgre sur Google Cloud. Et donc là, vous avez le monde Firebase, vous avez la simplicité de Firebase, hein, parce que vous voyez comment on peut rapidement développer une application. J'imagine qu'avec ce que vous avez vu aujourd'hui, vous imaginez ce que vous pouvez faire. Et n'oubliez pas que derrière, il y a le service de stockage de fichiers. C'est la même facilité pour aller uploader un fichier, le downloader, etc. Donc, on a un peu toutes les briques pour pouvoir faire des applications vraiment, vraiment puissantes et riches en fonctionnalités. Et aujourd'hui, Firebase rajoute en plus une database SQL en plus de ces databases NoSQL. Le dernier exemple que je voulais faire est un peu plus complexe parce que je voulais vous montrer comment on peut faire un sign-in avec Google. Le problème pour ça, c'est que il faut déployer la page, vraiment sur le service de hosting. Est-ce que vous avez encore un peu plus que 10-15 minutes et je vous montre ça, si c'est OK pour vous. Mais ça va, mais pourquoi tu dis que tu as besoin de ça pour l'hosting? Parce que, Moi, je l'utilise à l'extérieur de ça, j'ai pas de problème. en fait, c'est pas ça, c'est que tu vois, depuis le début, je suis en train de travailler avec des pages en local. Tu vois, et là, on va faire appel à des pop-up. Ah, parce que tu n'es pas en localhost. Ouais, si tu avais un serveur localhost, ça fonctionnerait. Voilà, je suis en localhost, tu vois. Et donc, ça veut dire, mais on peut rapidement faire ça. Donc, je peux très bien revenir dans mon service ici. Je vais dans je commence un peu à fatiguer après 2 heures, dans mon projet Firebase. Je vais sur hosting.
Je fais Get Started. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Et donc là, il va me créer gratuitement. Tout ça c'est vraiment gratuit. Firestore, au bout d'un certain nombre de records et d'écriture et de lecture, ça devient payant, mais le service de hosting, il est en permanence, gratuit. Et il m'a donné une URL. Donc ici, pour le moment, il n'y a rien qui est en place. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un projet, un nouveau projet, et que je fasse un lien entre ce projet et donc un projet, je veux dire, en local, hein, sur un projet de développement en local, que je vais connecter avec mon projet Firebase, et je vais pouvoir déployer du local vers Firebase. Alors, je dois faire deux, trois petits trucs de mon côté. Voilà. Ici, je vais faire File, New Window, File, Open. Ok, donc je suis carrément dans un autre projet dans un autre répertoire sur VS Code, ok. Et donc ici, la première chose que je vais faire, c'est m'assurer que je vais faire un logout, parce que je pense que je suis logué. Ouais, donc j'étais quand même bien logué, mais comme ça vous permet. Donc là, vous avez votre projet, je vous montre, hein, vous avez votre projet ici, Firebase. Vous avez un utilisateur dans votre projet Firebase, et on va maintenant connecter votre IDE avec votre projet, de telle sorte que vous pourrez après déployer. Donc pour ça, je vais faire Firebase Logon. Ça ne veut pas. Firebase Logon. Login. Là, il me demande s'ils peuvent collecter les informations. Je dis non. Et là, il m'ouvre une fenêtre et il me demande de me connecter avec mon utilisateur. Je dis OK. Je fais Allow. Là, c'est bon. Donc maintenant, ici, je suis logué comme ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Firebase Init. Je vais initier un projet. Et là, la première chose qu'il me demande, c'est de choisir les différents services que je veux utiliser. Alors, pour le moment, je vais juste choisir le hosting et pas le app hosting. Donc, je sélectionne. Je pourrais choisir Firestore, etc. Mais là, c'est juste pour vous montrer, pour déployer sur le web. Hein, donc, on va juste choisir le hosting. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur un projet déjà existant, donc par exemple, je fais ça maintenant, hosting. Donc, il me dit de sélectionner un projet existant. Ben, j'en ai qu'un seul. Non, j'en ai deux. Je vais sur mon projet workshop. Je fais ça. Attendez, je vais me mettre là. Là, il me demande qu'est-ce que je veux utiliser comme directory public. Je dis que c'est ça. Il me demande si je veux faire une single page application. Donc, ça, c'est pour les frameworks comme Vue.js, Angular ou React. Ici, je dis non, parce que je veux juste déployer une page. Et je ne veux pas utiliser des déploiements automatiques en GitHub. Je dis non. Et voilà. Donc là, mon projet est initialisé avec le service hosting. Imaginons que dans 2 semaines, j'ai envie de rajouter des Cloud Functions ou de rajouter du Cloud Storage. Je peux très bien ici refaire Firebase Init. Ça ne va pas écraser ce que j'ai fait. D'accord? Et donc maintenant, il faut que je mette ici une des pages, la page que je voulais vous montrer, qui est le sign-in avec Google. Donc, il suffit que je fasse ça. Copie. Il est où l'autre? Il est passé où? Il est là. Hop. Je fais paste. OK. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment s'authentifier avec le provider de Google. Donc, ça, j'ai ma page, elle n'est pas au bon endroit, je dois la mettre dans public, parce que sinon, elle ne va pas être exposée sur Internet. OK. Et donc là, je fais Firebase Deploy. Donc, Firebase Deploy, ça déploie tous les services qui sont configurés dans mon projet. Comme j'ai que hosting, ça va déployer que hosting. Il y a une petite faute de frappe dans ma commande. Effectivement.
J'avais d'autres services comme Firestore ou Cloud Function, je dirais Firebase Deploy. Je ferai comme ça. Firebase Deploy only, pardon, hosting. Et là, c'est pareil. Non, c'est deux tirés. Je le fais Et ça, tellement, je le fais tellement tous les jours que rien que de l'expliquer, ça m'empêche de le faire correctement. Du coup, si maintenant je viens ici, que je clique là, je tombe évidemment sur la page par défaut, en fait, qui est celle-là, hein, la page index, mais ce que je veux faire, c'est aller chercher ma page 12, celle que je viens de mettre, hop là, et je rajoute l'extension. Normalement, je suis bon. Et là, j'ai rien du tout. Comment ça se fait? Oh oh, ça ne va pas. Pourquoi? Ah oui, c'est que c'est pas le bon. Attendez, si c'est le bon, ça c'est indépendant. Non, c'est pas le bon projet. Alors, il y a deux choses que je dois faire. Je dois d'abord reprendre mes bons credentials. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je dois faire avant, je vais devoir redéployer. Hop là, c'est que je dois déclarer ce nouveau mode d'authentication dans le service d'authentication ici. Pour le moment, ma sign méthode, j'ai que email password. Je dois ajouter un nouveau provider qui est Google. D'accord? Je fais enable. Et là, normalement, ici, je mets mon email. Je fais ça. En parallèle, je redéploie. Et là, normalement, elle est où celle-là? Elle est là? Eh bien non. Donc j'ai un problème quelque part. Qu'est-ce que... C'est pas ça que je veux voir, c'est ça. Hop là. Qu'est-ce que j'ai? Bon. Peux-tu envoyer ton URL public pour que je puisse tester? Oui, bien sûr. Merci. Attendez. Je vais tester cet après-midi. Oui, il ne voit rien du tout. Pas de raison, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Il y a du stock bizarre dans le titre de la page qui est fournie. Ah, merci. Impeccable, je l'ai vu. C'est bizarre qu'il ne me mettait pas l'erreur. Bien joué, merci Étienne. Ah, je vais juste regarder. Ah, ça fonctionne. Ouais, voilà. OK. Donc là, maintenant, si je fais ça, il m'ouvre une pop-up. Je vais choisir cet email. Là, c'est complètement indépendant de, avant que je clique, hein, c'est complètement, ici, je suis authentifié avec cet utilisateur, mais ici, je suis dans une page qui est complètement différente. OK. Elle est où la pop-up? Oh, elle est partie. Elle est là. Je pourrais prendre un autre de mes emails. Je fais continue. Et là, vous voyez en bas, c'est une page très simple, c'était juste pour vous montrer. Qu'est-ce que j'affiche? Eh bien, là, vous voyez en fait tout le token, tout le JWT qui Oui. est renvoyé. OK? Ou là-dedans, on voit mon email, on voit le fait que mon email il a été vérifié, d'accord? Le nom que j'affiche, etc., etc. Et là, il y a tout le token qui sera automatiquement rafraîchi à la fin de sa durée de vie. Voilà, messieurs, on est arrivé au bout de l'atelier. Merci, merci. J'espère que ça vous a appris des choses. Oui, merci. Si vous avez des questions, Effectivement. dites-moi tout. Si vous avez des questions, sinon,
Bah, écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez éventuellement me solliciter sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Évidemment, si vous m'envoyez des centaines de questions, je ne répondrai pas, mais ça va un plaisir de vous aider sur certains points. Je Est-ce que vais vous avez- arrêter l'enregistrement.